Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin d'une assistance pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous souhaitez obtenir une assistance technique en ligne, veuillez utiliser la boîte de dialogue. Je donne la parole à votre animatrice aujourd'hui, Madame Kay Phillips, directrice principale à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Kay Phillips, bonjour et bienvenue à cet atelier Transformer les soins en personnes âgées, veiller à ce que les aînés reçoivent des soins appropriés et axés sur la personne, outils et ressources pour améliorer la prescription, les perspectives canadiennes et internationales. Je m'appelle Kay Phillips, directrice principale à la FCASS. Je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de superviser 2 cybercollaborations sur l'utilisation appropriée des antipsychotiques en collaboration avec ma collègue Jennifer Major. Nous sommes heureux d'accueillir plus de 200 personnes inscrites à cette séance. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demanderai de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous également combien de personnes assistent au webinaire à votre endroit. Alors, vous veuillez saisir le nombre de personnes, y compris vous-même, qui participent au webinaire. Nous accueillons aujourd'hui Dennis Cleaver, directeur général du Réseau clinique stratégique pour la santé des aînés de Services de santé Alberta. Nous demandons à M. Cleaver de bien vouloir composer le numéro de téléphone qui figure dans la boîte de dialogue. Ensuite, la Dr. Wendy Levinson, présidente de Choosing Wisely Canada Choisir avec soin, professeur de médecine à l'Université de Toronto. Bienvenue, Dr. Levinson. Et enfin, le Dr. Justin Turner, qui est directeur adjoint du Réseau canadien sur la déprescription, le RECAD, et stagiaire postdoctoral au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Nous avons également parmi nous productrices, Sheena Powell et Kelly Ripley, ici même à Ottawa. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de fournir un service d'interprétation simultanée pour tous les webinaires sur appel. Nous vous invitons à participer à notre boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. Donc, à la fin du webinaire d'aujourd'hui, nous espérons que vous aurez une meilleure connaissance de la façon dont des organisations et des groupes canadiens améliorent les résultats de la prescription et des soins pour les personnes âgées et dont ils collaborent pour partager leurs réseaux et outils. Nous espérons que vous saurez où trouver les outils qui aident les prestataires de première ligne à déployer des efforts pour améliorer la prescription. Enfin, nous espérons que vous aurez plus de stratégies et d'outils pour faire participer les prestataires de soins aux conversations sur la pertinence des interventions, comme les médicaments, afin de prendre des décisions plus éclairées en matière de soins. Alors commençons par parler aux raisons qui expliquent qu'il y ait un effort si concerté au Canada et au niveau international au niveau de l'usage approprié des antipsychotiques. Selon les données probantes, les antipsychotiques ne devraient pas représenter plus de 5 à 15 des résidents dans les soins de longue durée, mais la moyenne canadienne est beaucoup plus élevée. Même si les médicaments antipsychotiques sont souvent utilisés pour gérer les comportements de personnes atteintes de démence, des symptômes comme l'agression, la résistance aux soins et d'autres comportements difficiles, les données probantes démontrent que les thérapies axées sur la personne et d'autres stratégies donnent généralement de meilleurs résultats face à ce comportement. Nous savons également que l'emploi des médicaments antipsychotiques peut être associé à des effets secondaires qui peuvent affecter négativement la qualité de vie, comme la somnolence, la confusion, les étourdissements, un risque accru de chute, de déficience cognitive. Donc, si l'examen par une équipe de soins montre qu'un médicament n'est plus utile, il est recommandé de le déprescrire. Entre 2014 et 2015, la FCASS a animé un projet collaboratif pan-canadien mettant en jeu plus de 50 foyers de soins de longue durée dans 7 provinces et un territoire. Les participants ont reçu un financement initial et une formation pour mettre en œuvre des programmes en vue de réduire et d'éliminer l'utilisation des antipsychotiques, ainsi qu'un coaching, du mentorat, un matériel éducatif, des outils et des forums pour partager avec les autres sites. L'objectif était de réduire l'utilisation des antipsychotiques et d'améliorer la qualité de soins et de vie des résidents. La cybercollaboration de réduction des antipsychotiques plonge ses racines dans le programme FORCE de formation des dirigeants de la FCASS.
2 gestionnaires de l'autorité régionale de santé de Winnipeg ont mis au point une intervention en vue d'aider les équipes multidisciplinaires de fournisseurs de soins à mieux utiliser les données afin d'informer la planification des soins. Dans un site, le personnel a été formé pour utiliser une approche non pharmacologique de gérer les comportements associés à la démence. En seulement 6 mois, 27% d'une cohorte de résidents ont cessé de prendre des médicaments antipsychotiques sans augmentation des symptômes comportementaux. Cette innovation a amélioré la qualité de vie des patients et a permis de réaliser des économies potentielles de 400 000 $ en 6 mois dans toute la région. Les éléments clés des interventions que les participants apprennent dans la cybercollaboration et mettent en œuvre dans leurs établissements sont illustrés sur cette diapositive. Il y a une formation sur les approches de soins axées sur la personne. L'ensemble du personnel est formé afin de mieux identifier les causes des comportements et les solutions, agression par exemple. Ensuite, une communication multidisciplinaire du personnel et avec la famille. Cela est indispensable. Il y a également des examens réguliers des médicaments, un élément clé de l'intervention qui doit être réalisé au moins trimestriellement, mais plus souvent par la réduction. Ensuite, des lignes directrices pour la déprescription, y compris des principes pour la réduction en toute sécurité. Et enfin, une collecte et une analyse continue des données pour mesurer le succès et apporter des ajustements aux besoins des résidents au fur et à mesure. Vous voyez sur cette diapositive les objectifs et les résultats de la cybercollaboration pan-canadienne. Grâce à l'adoption et à la mise en œuvre des interventions que nous venons de décrire, dans les foyers de soins infirmiers, 54% des résidents pour lesquels il avait été prévu de réduire la prise de médicaments antipsychotiques ont vu leurs médicaments effectivement réduits ou ont cessé d'en prendre. Résultat, une diminution des chutes, des comportements verbaux abusifs et des cas de résistance aux soins et aucune augmentation du comportement agressif. Donc nous avons été très heureux de réaliser ces résultats à l'échelle du Canada. La FCASS est très heureuse de mettre en œuvre un projet collaboratif de réduction de l'utilisation des antipsychotiques au Nouveau-Brunswick, en partenariat avec l'Association des foyers de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick et le ministère du Développement social. Tous les 66 foyers de soins infirmiers de la province participent à ce projet collaboratif. Nous avons soutenu 15 foyers de soins infirmiers depuis février 2016 et d'ores et déjà, nous entendons des nouvelles d'amélioration de la qualité de vie des résidents. Les personnes qui figurent à l'écran ont une diminution de la somnolence, une augmentation de la mobilité, de la participation aux activités sociales, sans augmentation de l'agression ni des autres comportements, et ce grâce à une réduction de l'utilisation non appropriée des médicaments. Nous souhaitons la bienvenue aux autres foyers de soins infirmiers de la province et nous avons hâte de travailler avec eux également dans leur travail d'amélioration de la qualité. Ces programmes sont un exemple parmi d'autres du travail qui se fait au Canada pour améliorer l'utilisation appropriée des antipsychotiques. À présent, je voudrais donner la parole à Dennis Cleaver pour nous donner d'autres exemples des initiatives qui sont en cours au Canada en matière d'utilisation appropriée des antipsychotiques. À vous la parole, Dennis. Dennis Cleaver. Bonjour. Alors, je recherche le bouton pour faire progresser les diapositives. Ah, j'y suis. Alors, je m'appelle Dennis Cleaver, je suis directeur général du réseau clinique stratégique pour la santé des aînés et je travaille à une initiative en Alberta sur l'utilisation appropriée des antipsychotiques et dans l'ensemble de la province. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un groupe pan-canadien, le groupe Utilisation appropriée des antipsychotiques Connexion canadienne, ou AUACC, et les résultats qu'il obtient en matière de réduction de l'utilisation des antipsychotiques. Ce groupe s'est constitué en 2014 à petite échelle. Nous avons commencé à partir de nos demandes de renseignements à une ou deux personnes qui avaient achevé un projet force de la FCASS à Middle Church à Winnipeg. Ils avaient obtenu un excellent résultat. Et nous avons voulu, ici en Alberta, savoir ce qu'ils avaient fait dans un site afin de pouvoir, à partir de ces apprentissages, travailler sur 10 sites en Alberta et susciter donc une expansion à l'échelle provinciale. Alors nous avons commencé par un tout petit groupe
Et nous nous sommes rendus compte après quelque temps que d'autres provinces, d'autres régions cherchaient également à gérer les antipsychotiques en soins de longue durée. Nous avons invité d'autres personnes à se joindre à nous pour savoir ce que font les autres au niveau du partage des informations. Donc, le groupe le groupe donc, auquel nous participons vise surtout le partage. Et au fur et à mesure qu'il s'est développé, nous nous sommes dit que ce serait une idée de mieux énoncer nos objectifs. Vous pouvez voir à l'écran que nous avons énoncé 4 objectifs. L'objectif clé, c'est de nous donner des occasions d'apprendre les uns des autres. Et cela fonctionne très bien, comme vous le verrez un peu plus tard dans la présentation. À ce stade, il y a une trentaine de personnes qui assistent aux rencontres trimestrielles appartenant aux divers organismes qui figurent sur la diapositive. Nous souhaitons que des personnes se joignent au groupe qui ont une envergure provinciale ou pan-canadienne au niveau de l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Le groupe étendra son intérêt à d'autres médicaments ou encore des personnes qui ont un rôle de direction dans une région de santé plus vaste. Nous ne voulons pas avoir une longue liste d'établissements de soins de longue durée individuels. Nous voulons pouvoir nous concentrer sur des approches à l'échelle des systèmes, au niveau de grandes régions, au niveau de provinces. Alors, au début, j'ai dit qu'il y avait un groupe restreint de leadership. Joe Kuchniak, qui fait partie du programme Force, lui nous a quittés. C'était essentiellement l'Alberta qui animait le programme AUA. Moi-même, une gestionnaire avec qui je travaille en étroite collaboration, Molly Coe, qui est en ligne, au fur et à mesure de la croissance de ce groupe. Et puis, il est apparu clairement depuis un an que ce groupe pan-canadien intéressait chacune des provinces. Cela avait du bon sens que la FCASS et l'ICIS assument également un rôle de direction. Nous avons à présent 3 co-responsables, co-dirigeants de ce groupe informel AUACC. Alors, quel genre de thème abordons-nous? Quel genre de travail faisons-nous? Vous voyez sur cette liste que c'est assez varié. Mais il s'agit par exemple d'en apprendre davantage sur l'initiative CLEAR en Colombie-Britannique. Il s'agit d'en apprendre davantage sur certaines des initiatives en matière d'antipsychotiques en Ontario. Il s'agit d'échanger sur le RECAD et d'autres éléments donc, qui figurent sur la diapositive, y compris l'approche de Terre-Neuve. Donc, nous ne gardons pas nos ressources et nos apprentissages pour nous. Nous les partageons avec les uns avec les autres. Et dans ce contexte de partage des ressources, nous avons mis au point une boîte à outils de l'AUA et en cela, nous avons tiré parti de divers apports cliniques. Nous avons eu un groupe consultatif d'experts en Alberta qui nous a donné beaucoup de bons conseils sur le matériel qui devrait être inclus dans cette trousse à outils. Et nous avons également bénéficié des apprentissages d'autres provinces, d'autres régions. Il y a là un matériel que nous avons tiré de nos conversations avec d'autres instances, d'autres organismes, y compris le projet collaboratif pan-canadien de la FCASS qui a été évoqué tout à l'heure. Et c'est intéressant de constater que cet outil a débouché en partie sur... Bon, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette trousse, mais cette trousse que nous utilisons en Alberta suscite beaucoup d'intérêt en ligne dans d'autres provinces et même à l'étranger. Choosing Wisely Canada, choisir avec soin Canada, a décidé d'adopter une trousse à outils plus focalisée, ce qui débouche d'ailleurs très bien sur la présentation suivante. Alors donc je pourrais m'arrêter pour répondre aux questions s'il y en a. Kay Phillips. Très bien, nous pourrions
Une petite période de questions. Je regarde dans la boîte de dialogue. Je ne vois pas encore de questions, Dennis Cleaver, mais si une question est posée, nous allons vous redonner la parole. Dennis Cleaver, très bien, je m'en suis tenu à 10 minutes, je crois. Ok, Phyllis, merci beaucoup, Dennis Cleaver. À présent, nous allons donner la parole à la docteure Wendy Levinson, qui va nous en dire un peu plus sur choisir avec soin, organisme auquel Dennis Cleaver faisait allusion. Alors donc, à vous, docteur Levinson. Dr. Wendy Levinson, bonjour. Bon, alors moi je voudrais prendre un petit peu de recul. Vous avez entendu une discussion focalisée des antipsychotiques, mais Choisir avec soin est un programme plus vaste qui porte sur l'utilisation excessive des tests et traitements non nécessaires. Je voudrais vous en parler un petit peu plus du statut de Choisir avec soin et puis en revenir à la question des médicaments en particulier, des antipsychotiques. Alors, Choisir avec soin, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, est une campagne en vue d'aider les cliniciens et les patients à participer à des conversations sur les tests et traitements non nécessaires et à faire des choix intelligents pour des soins de qualité. Nous croyons fermement, quand la campagne a commencé aux États-Unis en 2012, de la American Board of Internal Medicine Foundation, j'ai participé à ces discussions, que le vrai problème, c'était d'entamer la conversation. Pendant longtemps, on a parlé d'utilisation insuffisante, mais on n'avait jamais mobilisé la profession, les médecins, quand on a commencé surtout, parler d'utilisation excessive. Et ce sont des éléments qui sont intégrés dans notre système qui consistent à en faire plus que nécessaire, mais surtout à faire des choses qui peuvent causer qui peuvent être nuisibles pour les patients. Donc le but de notre campagne était de stimuler cet entretien et nous l'avons lancé au Canada en avril 2014. Alors qu'est-ce qui est unique dans Choisir avec soin? C'est une initiative qui est dirigée par des cliniciens, fondée sur une approche ascendante et qui met l'accent sur des conditions cliniques courantes. Donc toute l'approche de Choisir avec soin consistait à travailler avec des sociétés pan-canadiennes, des sociétés médicales pour commencer, mais la profession infirmière, la pharmacie au Canada, en leur demandant de dresser la liste de 5 tests, traitements ou interventions dans leur discipline à l'égard desquels il était abondamment prouvé scientifiquement qu'elles étaient trop employées, trop généralement employées, ou même qu'elles étaient nuisibles pour les patients. Donc, nous nous sommes fondés sur ce que les cliniciens eux-mêmes considèrent que nous utilisons trop. Il pouvait s'agir de médicaments, mais ce n'était pas limitatif. Donc, je viens de parler de la mobilisation des cliniciens, et ce qui était bien, c'est que c'était les cliniciens eux-mêmes, sur une approche ascendante, qui nous disaient, voilà ce que nous devrions remettre en question. Pas nécessairement arrêter de faire, mais remettre en question. Et les sociétés qui ont dressé ces listes et les sociétés pan-canadiennes ont bien sûr de multiples canaux pour s'adresser à leurs membres, bulletins, revues savantes, rencontres annuelles et régionales. Donc nous avons pu bénéficier d'une large diffusion par l'intermédiaire de ces sociétés. Ensuite, les patients. Puisqu'il s'agit d'une conversation, nous nous sommes dit qu'il était très important de travailler de part et d'autre. Notre approche consiste à rejoindre les patients euh, surtout dans les cabinets des médecins de première ligne. Bon, par exemple, ne pas utiliser les antibiotiques contre une infection virale, ne pas utiliser les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, je vais vous en montrer un petit peu plus tard. Nous avons mis au point des documents à l'intention des patients sur le thème plus n'est pas toujours mieux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons un programme très intéressant en formation médicale. Nous pensons que si les médecins apprennent le plus tôt possible ce message sur la sélectivité, c'est très très important. Les étudiants canadiens en médecine ont vraiment vraiment adhéré à la campagne et ont créé une campagne à l'adresse des étudiants en médecine. Bon, à présent que les listes sont dressées, les listes de 5 interventions, médicaments, etc., tests, nous sommes passés à leur mise en œuvre et c'est là que nous nous dotons nous dotons de capacités régionales et Frances Co est en ligne, je crois, elle travaille sur ce point. Nous travaillons de concert notamment avec l'ICIS afin de mettre au point des mesures qui peuvent être utilisées dans plusieurs instances
afin d'évaluer l'utilisation excessive de certains éléments, y compris les antipsychotiques, et de mesurer le changement. Alors, il y a donc toutes sortes de volets dans notre approche. Où en sommes-nous? Nous avons commencé il y a moins de 3 ans. Il y a plus de 215 recommandations. Euh, plus de 60 sociétés sont mobilisées, dont beaucoup ont publié leur liste. Certaines grandes sociétés comme les obstétriciens et gynécologues en sont au stade ultime de préparation des listes. Et notre slogan, c'est un petit hot dog. Plus n'est pas toujours mieux, avec trop de moutarde, vous l'avez peut-être déjà vu. Et choisir avec soin est présente dans plusieurs pays du monde et l'équipe canadienne anime un consortium informel des pays qui mettent en place une campagne Choisir avec soin. Alors, cette diapositive est un petit peu périmée. Je viens de vérifier avant l'appel. Il y a 218 recommandations. Les médicaments représentent 30% de l'ensemble des recommandations. Donc ça fait beaucoup de recommandations qui portent spécifiquement sur les médicaments, des médicaments qui pourraient être potentiellement plus nuisibles qu'utiles pour les patients et que l'on pourrait cesser de prescrire ou déprescrire. Comme je l'ai dit, une fois à présent que les listes sont dressées, nous efforçons de les mettre en pratique, comme vous avez dit que vous voulez, par exemple, réduire l'utilisation des antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée. Nous travaillons dans l'ensemble du pays avec les régions. Beaucoup de ces régions, avec l'aide de Santé Canada, se dotent de capacités en vue de mettre en œuvre certaines de ces recommandations dans leur ressort. Selon leurs partenaires respectifs, ont donc maintenant créé des réseaux régionaux. Dans le cadre des réseaux régionaux, comme vous venez de l'entendre dire tout à l'heure, nous avons des trousses à outils qui sont utiles plutôt que de réinventer la roue et de créer des ressources. Nous avons essayé de prendre des recommandations très communes, très courantes, d'en choisir avec soin et de les faire diffuser. Vous avez entendu parler de celle qui s'appelle Quand la psychose n'est pas un diagnostic. Et il y en a une autre que vous voyez, c'est au revoir IPP. Ce sont des médicaments qu'on commence à prescrire pour des reflux, mais qu'on ne cesse jamais de prendre. Ça, c'est animé par des pharmaciens à l'hôpital Toronto Western, où on a réduit les inhibiteurs de la pompe à protons de 26% et réévalué la prescription d'IPP de 93% des patients. Alors donc, on a cette trousse à outils appropriée spécialement pour le milieu de soins ambulatoires. L'utilisation de sédatifs, donc moins de sédatifs pour vos parents âgés. Et ça, c'est un élément très important parce que c'est l'un des indicateurs dont on parle dans le monde entier, l'OCDE. 40 pays ont des indicateurs et des repères quant à la proportion des patients âgés qui prennent des hypnotiques et qui leur nuisent plus qu'ils ne leur sont utiles. Surtout donc en ce qui concerne, à l'hôpital, Karen Tannenbaum a très bien réussi à les réduire en milieu ambulatoire et vous en entendrez davantage parler. Alors donc nous avons mis ces trousses qui portent sur des médicaments autres que les antipsychotiques. Alors donc je vais à présent donner la parole au Dr Justin Turner qui va vous parler du réseau de déprescription. Dr Justin Turner, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que le RECAD? Le RECAD, le Réseau canadien pour la déprescription, je travaille donc avec le Réseau canadien pour la déprescription. C'est un groupe de défenseurs des droits des patients, professionnels de la santé, chercheurs et dirigeants
qui se passionnent pour réduire l'utilisation des médicaments. Le graphique a alors donc une publication récente qui montre donc nous nous concentrons sur le cercle patient, aidant naturel et le public. Alors vous voyez donc entouré par les fournisseurs de soins de santé et c'est contrôlé par les gouvernements, les politiques, la réglementation. Donc nous avons mis au point toute une série de volets de la recherche, améliorer la recherche, également certains des outils que nous avons pour nous assurer qu'ils sont efficaces pour réduire les prescriptions inappropriées. Alors l'objectif du RECAD, c'est de réduire la prescription de médicaments inappropriés de 50% d'ici 2020. Nous espérons également promouvoir la santé en assurant un accès à des thérapies pharmacologiques ou non pharmacologiques plus sécuritaires pour gérer par exemple les comportements inappropriés. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques-uns des outils pour les patients, les professionnels de la santé et les aidants naturels pour parvenir à ces objectifs. Ils sont tous disponibles sur notre site web en anglais et en français. Et si vous voulez en avoir des exemplaires papier, veuillez me contacter après, je serai très heureux de vous en envoyer. Alors la première brochure, c'est la brochure que la Dr Levinson a évoquée, les brochures Empower. Les brochures Empower sont tirées d'un essai sur l'élimination des médicaments grâce à l'habilitation et à la motivation des patients. Il s'agit donc de motiver les patients et les familles en leur fournissant de nouvelles connaissances et en remettant en question leurs croyances. Je voudrais vous présenter la brochure sur l'antipsychotique, mais l'essai auquel la docteure Levinson a fait allusion portait sur les benzodiazépines. Les personnes qui prenaient chroniquement des benzodiazépines ont pu afficher une réduction de 27% de la consommation en 6 mois par rapport à un groupe témoin. Et donc ce sont des résultats qui sont vraiment très impressionnants. Alors donc il y a un bref test quant aux avantages et aux effets nuisibles des médicaments. On demande aux patients de se rendre compte s'ils en savent peu ou beaucoup au sujet des médicaments. Donc la réponse, les réponses se trouvent dans la brochure. La plupart des patients répondent faux. Il s'agit d'une dissonance cognitive. Les patients ne sont pas certains parce que on remet en question ce qu'ils croyaient antérieurement. Ceci peut amener les patients à réévaluer les raisons pour lesquelles ils prennent ces médicaments. Et c'est le moment parfait pour proposer des solutions de rechange. Lorsqu'on parle d'antipsychotiques, il y a deux emplois courants, comme sédatifs ou pour traiter des problèmes de comportement. Alors, la brochure propose des solutions de rechange dans les deux cas. Par exemple, dans le cas de sédatifs, comme nous avons une brochure pour comment améliorer le sommeil sans sédatif et également des idées pour thérapie cognitive. Il y a un groupe en Nouvelle-Écosse qui fait un travail formidable à ce sujet. Après avoir parlé des solutions de rechange, nous proposons des études de cas. Des personnes qui prenaient ces médicaments, qui ont éprouvé des difficultés à cesser de les prendre. Alors donc on amène ces personnes à raconter ce qu'elles ont vécu et comment elles ont pu cesser de prendre des médicaments. Puisque les antipsychotiques ont au moins deux grands emplois inappropriés, nous avons proposé deux études de cas. La recherche a montré que dans la déprescription, il est très utile d'avoir un programme de sevrage facile à suivre. Nous avons constaté que les patients et les fournisseurs de soins aiment beaucoup avoir des lignes directrices pour la réduction et le compte à rebours.
Et enfin, il y a donc le protocole de sevrage et enfin, possibilité de noter les questions à poser aux professionnels de la santé. Parce que les gens peut-être ont des questions à poser au médecin, mais le temps qu'ils arrivent chez le médecin, ils ont oublié. Ces brochures ont été conçues pour l'emploi des patients ou des aidants naturels. Il existe de nombreux autres outils pour améliorer la pertinence des médicaments. J'aime beaucoup MedStomper, qui est en cours de mise en œuvre en Colombie-Britannique. C'est un outil conçu pour les fournisseurs de soins de santé pour déterminer quels sont les avantages et les effets nuisibles de certains médicaments chez les personnes âgées. On y retrouve 4 à 500 médicaments pour environ 150 affections. Cet outil a été très bien reçu par les fournisseurs de soins de santé. Nous travaillons maintenant pour en faire une version pour les patients. Les patients pourraient ainsi ouvrir une session, saisir leurs médicaments, en demandant est-ce que je devrais prendre ceci, est-ce que c'est avantageux. Il y a également toutes sortes de ressources pour les patients pour améliorer le sommeil. Et il y a un groupe d'Ottawa qui a fait beaucoup de travail depuis quelques années au niveau de la déprescription. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut des graphiques, des tableaux pour guider les fournisseurs de soins de santé sur la déprescription. Et- bon, si l'on se dit, moi je voudrais arrêter la prise de médicaments, mais je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a des données probantes, etc. On utilise justement un processus axé sur des données probantes, tiré de la littérature. Il y a une équipe interprofessionnelle qui est chargée de l'élaboration des lignes directrices, et puis des algorithmes de prise de décision sont mis au point dans, le milieu de soins primaires et le milieu de soins hospitaliers. Alors la première chose qu'on a remarqué, c'est la première question dans l'algorithme. Pourquoi le patient prend-il un antipsychotique? Ça peut paraître simple, mais beaucoup d'entre nous qui travaillons dans le milieu clinique se rendent compte que on ne se souvient pas pourquoi le patient a commencé à prendre un médicament et le patient ne s'en souvient plus. Donc, une fois qu'on peut confirmer le diagnostic, on peut déterminer si c'est approprié de déprescrire. Alors si oui, comment déprescrire? Il y a un élément qui est très très important, c'est le suivi. Tout comme on ne prescrit pas un médicament puis cesser de voir le patient, il ne faut pas déprescrire puis cesser de voir le patient. Il faut passer en revue des lignes directrices. Alors au verso, nous expliquons les antipsychotiques communément prescrits. Et il y a des brochures pour les antipsychotiques, les benzodiazépines et des médicaments pour le diabète. En haut à droite, nous avons des conseils pour mobiliser les patients et les aidants naturels parce qu'il faut qu'ils participent à ce processus. Il faut qu'ils adhèrent à ce processus. Alors donc le sevrage et puis la gestion du sommeil et la gestion donc des symptômes de la démence. Le RECAD a mis au point plusieurs outils donc, qui seront mis à disposition. Nous cherchons à mobiliser les patients et le grand public, ainsi que les professionnels de la santé, afin que tous soient sur la même page dans cette conversation sur les solutions de rechange à la prise de médicaments. Si vous vous trouvez dans la région de Montréal le 26 avril, nous accueillons une expo des prescriptions. Il y aura toutes sortes de personnes associées aux soins des aînés. Nous voulons donc lancer une conversation au niveau des politiques, des responsables des politiques, des responsables de soins et des patients. Vous voyez donc la personne à contacter pour obtenir davantage d'informations au besoin. Nous avons toutes sortes d'outils sur notre site web à deprescribing.org. Les inhibiteurs de pont-à-popon, les antihistaminiques, les antipsychotiques, les benzodiazépines, etc. Je serais très heureux de vous fournir tous les renseignements que vous souhaiteriez. Alors à présent, je vais rendre la parole à Kay Phillips. Kay Phillips, merci beaucoup, Dr. Turner, Dr. Levinson, Dennis Cleaver, pour ces présentations très intéressantes et pour avoir donné aux participants des outils très pratiques qu'ils peuvent utiliser comme ressources
dans le programme futur, dans les considérations futures, quel que soit votre point de vue, que vous soyez un proche, que vous soyez un patient ou un résident, ou que vous soyez un professionnel, tous sont très utiles et nous espérons que vous avez tous trouvé cette présentation informative. Je ne vois pas de questions, mais je vais attendre quelques instants. On, Suze me connaît clair qu'il serait très important de faire adhérer les professionnels médicaux à la déprescription. Quand nous avons entamé cette discussion axée sur la réduction des antipsychotiques, comme la Dr Levinson l'a dit, il s'agit de s'assurer que nous tenons compte de l'importance d'une gestion appropriée des médicaments et de la déprescription, les traitements, les analyses non nécessaires pour assurer la qualité des soins la plus élevée pour les citoyens et pour les résidents. Si vous avez des questions au sujet du RECAD de choisir avec soin ou du groupe AUACC ou de l'utilisation appropriée des antipsychotiques, le travail qui se fait au Nouveau-Brunswick, le travail qui a été fait au niveau de la collaboration pan-canadienne, n'hésitez pas à nous contacter et qui avons participé à cette présentation. Nous serons heureux de répondre à vos questions ou à vos commentaires. Je vois qu'une ou deux personnes saisissent des commentaires. Jennifer Major pose une question. Quelles sont les perspectives des présentateurs au niveau d'un programme national d'assurance maladie? Dr. Levinson, Dennis Cleaver, Dr. Turner, est-ce que vous souhaiteriez poser une réponse à la question de Jennifer Major? Dr. Turner. Bon, notre réponse, je vais répondre à la question de Susan puis revenir à celle de Jen. Je suis d'accord avec vous qu'il est très important d'obtenir l'adhésion des médecins pour la déprescription. Et nos collègues de choisir avec soin font un travail fantastique à ce niveau-là. Mais ce que nous avons constaté, c'est que sans le simple fait de contacter les professionnels de la santé, d'afficher des informations pour les patients, nous avons constaté une réduction de 27% des benzodiazépines. Donc, c'était vraiment impulsé par les patients. Oui, les médecins peuvent très bien... et quelqu'un a posé une autre question, comment sevrer quelqu'un des benzodiazépines? Ça donne aux médecins le feu vert pour en parler. Je crois que nous devons donc habiliter les médecins pour se préparer à ces situations et habiliter les patients à poser la question. Alors, pour en revenir à la question de Jennifer Major sur l'assurance médicaments par rapport aux initiatives sur l'utilisation appropriée, je crois que ces deux éléments ont leur place. Il existe dans le monde des éléments qui montrent comment on peut utiliser le financement de l'assurance maladie, mais dans bien des cas, il s'agit d'améliorer la sensibilisation, comme choisir avec soin le fait. C'est ainsi qu'on peut déclencher le changement. Dennis Cleaver. Je voudrais compléter deux parties de la réponse. Sur la mobilisation des médecins, nous avons constaté que dans le secteur sur les soins de longue durée que nous faisons en Alberta, ce sont souvent les infirmières dans les milieux de soins de longue durée qui demandent aux médecins, les infirmières, des ordonnances plutôt. Donc il y a un effort à deux niveaux. D'abord la sensibilisation et le soutien pour les interventions non pharmaceutiques quand il y a un comportement réactif qui est difficile à gérer, et également un processus bien pensé d'examen des médicaments interdisciplinaires afin que les interventions clés qui ont amélioré l'utilisation antipsychotique des antipsychotiques. Puis il y a également la nécessité de trouver des champions à plusieurs niveaux, y compris des médecins dans les établissements, dans les zones, au niveau de la province. C'est ainsi que nous avons pu mobiliser les médecins, pas dans la mesure où nous l'aurions voulu, mais nous avons tout de même recruté un certain nombre de champions médecins qui faisaient une différence dans leur site, mais dans la deuxième partie de cette discussion, bon, le programme national d'assurance médicaments
je pourrais laisser les responsables des systèmes gérer cela, mais quelle que soit la manière dont on établit les budgets dans nos diverses provinces, divers territoires, je pense qu'il doit y avoir un fonds pour l'innovation afin qu'il puisse y avoir un travail euh, comme dans une situation de budget normal, afin que chacun puisse faire une demande à un fonds d'innovation pour faire, par exemple, la mise en œuvre, l'amélioration de la qualité, en l'occurrence l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Dr. Wendy Levinson, moi je regarde ces questions et je voudrais dire que dans n'importe quel domaine où l'on veut arrêter quelque chose qui est en place de très longtemps, comme la déprescription, il y a de nombreux leviers qu'on peut utiliser qui dépendent des facteurs qui ont entraîné une utilisation excessive. C'est pourquoi vous entendez dire qu'il y a des approches qui peuvent marcher au niveau du patient, il y a des approches où on peut mobiliser les médecins, mais il y a aussi des problèmes de technologie de l'information. Alors souvent, les patients, par exemple, prennent des benzodiazépines à l'hôpital et puis ils les prennent toujours en rentrant à la maison. Donc dans plusieurs milieux, dans les milieux d'hospitalisation, on intègre des rappels quand le médecin commande une benzodiazépine en disant savez-vous que Choisir avec soin recommande de ne pas utiliser les benzodiazépines essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans. Ça a un impact très favorable. Donc je crois que ce sont des problèmes complexes. Pourquoi un patient commence à prendre un médicament, comment il continue d'en prendre, et pour divers médicaments, euh, c'est différent. Les inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple, par rapport aux benzodiazépines. Alors, je crois qu'il y a de nombreux leviers qui peuvent être actionnés en fonction de la situation pour améliorer les choses. Dans certains cas, il s'agit d'un levier au niveau du système, dans d'autres cas au niveau du patient et au niveau donc du médecin. Et nous devons songer à tous ces éléments lorsque nous nous efforçons de réduire le problème de la surprescription. Kay Phillips. Bon, une question nous est posée par Stella Tsarsara qui dit comment organisez-vous les régions éloignées? Des réflexions, Dr. Levinson, Dr. Turner, Dennis Cleaver, quant au niveau de l'accès de ces outils, de leur utilisation dans les régions éloignées? Dr. Wendy Levinson, moi je pourrais peut-être faire un commentaire rapide. Choisir avec soin a établi des centres régionaux, y compris dans les territoires, et nous espérons que ces régions contribueront à disséminer tout cela. Mais tous ces éléments sont en ligne et gratuits et il y a des projets collaboratifs que nous venons d'entendre dire avec les antipsychotiques, choisir avec soin, bon, des webinaires réguliers comme celui-ci. Alors, je crois que c'est délicat dans certains endroits éloignés, mais le monde devient plus facile d'accès, tous ces éléments donc électroniques comme on le fait maintenant. Dennis Cleaver. Une des approches qu'on a en Alberta, c'est ce qu'on appelle la consultation express. Nous avons des cliniciens de l'ensemble de la province, médecins, infirmières, qui se réunissent volontairement pour participer à ces consultations. Essentiellement, quelqu'un dans l'un des établissements suggère un thème de consultation. On prépare donc une étude de cas, une note d'une page et on présente cela à une consultation express. C'est une approche de type webinaire et nous avons environ 60 à 70 cliniciens de la province chaque mois. Alors donc, les médecins aiment beaucoup l'applicabilité directe. Il y a donc, voilà donc une autre idée, si vous êtes dans une région rurale, pour améliorer les compétences quant à l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Okay, Félix, merci beaucoup pour ces aperçus. Une question nous est posée par Anne. Puisqu'on utilise des données de l'ICIS, pourquoi l'ICIS n'a pas changé la définition des antipsychotiques et de l'utilisation appropriée? Je ne suis pas nécessairement en mesure de répondre au nom de l'ICIS. Je ne sais pas si d'autres personnes en ligne ont des aperçus.
Je sais que nous avions un représentant de l'ICIS en ligne. Je ne sais pas si cette personne aurait des réflexions à faire dans la boîte de dialogue. Est-ce qu'il y a des commentaires, Dr. Levinson, Dr. Turner, Dennis Cleaver, sur le rôle de l'ICIS dans certaines des définitions sur la manière dont les antipsychotiques et l'utilisation appropriée sont mesurés? Dennis Cleaver. Je pense qu'il est important qu'il y ait une mesure standard. Alors donc, quand en l'occurrence, je pense que ça n'est pas... Il y aura toujours des points de vue différents sur la bonne définition. Alors donc, il y a des imperfections dans beaucoup de définitions. Puis quand vous commencez à utiliser les données, on constate qu'il y aurait potentiellement des éléments sur la qualité des données, mais ça s'améliore au fur et à mesure qu'on utilise les données. Donc, tant qu'il y a une définition uniforme et qu'on utilise les données compte tenu de la manière dont la définition se présente, on peut toujours prendre des décisions au niveau du système, au niveau de la région, au niveau des établissements ou en première ligne ou dans le cadre d'une initiative d'amélioration de la qualité. Donc, je ne suis pas aussi inquiet s'il y a une diversité de points de vue sur la définition elle-même. Kay Phillips, l'ICIS va faire paraître un rapport au mois d'avril, je crois, avec 8 mesures donc euh, qui ne peuvent pas toutes ces mesures, tous ces indicateurs ne sont pas nécessairement mesurables partout au Canada, mais les benzodiazépines, les antipsychotiques figurent dans cet ensemble de données. Dr. Justin Turner. Le RECAD et Choosing Wisely ont travaillé de concert avec l'ICIS. C'est très complexe de mettre à jour les définitions parce que non seulement faut-il se fonder sur les données, bon, on ne peut pas déterminer à l'avance s'il faut une forte dose ou une dose limitée. Donc, dossier de l'assurance maladie, par exemple, et il s'agit de trouver quelle était l'indication du médicament et si celui-ci est approprié. Dans beaucoup de cas, le médicament peut être approprié à long terme, comme les IPP, pour les bonnes indications. Et, et à partir d'un ensemble de données comme celui de l'ICIS, c'est plus facile de définir, de déterminer, bon, plus que de revenir en arrière et de trouver l'indication initiale. Pourquoi l'ICIS n'a pas changé ses définitions? C'est sans doute que c'est très très difficile, mais ils font beaucoup de progrès. Dr. Wendy Levinson, c'est plus facile dans le cas de problèmes où on n'a pas besoin d'autant de données cliniques pour répondre à la question sur la pertinence. Les benzodiazépines, les personnes de plus de 65 ans, ça c'est une contre-indication sans indication clinique, quel que soit euh, le problème. Donc, dans certains médicaments comme ça, c'est plus facile que pour les antipsychotiques. Jennifer Weir a parlé de la Island Health Authority qui travaille à la polypharmacie. C'est très bien d'entendre le travail qui se fait pour réduire la polypharmacie. Vous pouvez contacter Jennifer Weir à VIHA. Nous avons également des commentaires supplémentaires. Colleen Hicks, le docteur H. Cosman, que quand quelqu'un a pris de la benzodiazépine, il peut falloir une période semblable pour le sevrer. Et en fait, même cesser de prendre le médicament peut être très risqué. Alors donc, Dr. Levinson, Dr. Turner, des commentaires sur ce commentaire en ce qui concerne le sevrage des benzodiazépines? Dr. Justin Turner. Bon, euh, c'est une chose qu'il était très important de prendre en compte dans l'élaboration de l'algorithme. J'ai pris connaissance de la littérature sur la déprescription. On a montré que le titre de sevrage long est indiqué, la collaboration des patients est indiquée. Beaucoup des lignes directrices qui ont été mises en œuvre sont basées sur ce principe.
Bon, on constate par exemple dans les études que les médicaments qui sont prescrits pour de longues durées posent des problèmes particuliers. Et le message que je tire du travail qui a été effectué, c'est que le sevrage doit se faire progressivement à cause des effets psychologiques. Il faut travailler de concert avec le patient pour s'assurer qu'il participe au processus, qu'il est disposé à y participer et à persévérer jusqu'au bout. Dr. Wendell Levinson, je pense que vous avez tout dit, Dr. Turner. Ok, Phillips, merci beaucoup. Alors, Justin Nealon se demande s'il y a un lien pour la conférence de Montréal. Alors, vous pourrez peut-être l'envoyer dans la boîte de dialogue. Dr. Justin Trudeau, nous allons afficher les coordonnées d'Isabelle Reed dans la boîte de dialogue. OK, Phillips. Bon, il y a encore d'autres questions. Nous vous remercions d'utiliser la boîte de dialogue. Donc, de très très bonnes questions qui nous arrivent. Alors, donc, Colleen demande, est-ce que les préposés aux soins personnels, surtout dans les soins de longue durée, devraient être inscrits auprès des collèges de soins infirmiers afin que la formation puisse être normalisée, mise à jour régulièrement? Alors, il s'agit de la formation des PSP pour s'assurer que ces pratiques puissent être bien comprises en cours de route. Des commentaires sur le rôle des PSP et de la normalisation? Pas pour l'instant, on reprend que Phillips. Bon, alors passons à la question suivante. Est-ce que des statistiques d'agrément sont utiles pour l'audit de la déprescription? Des réflexions sur l'utilisation de statistiques tirées de l'agrément. Dr. Justin Turner. Bon, dans le contexte australien, parce que c'est là que j'ai travaillé pendant beaucoup plus longtemps qu'ici, une partie du processus d'agrément comporte à présent des évaluations cliniques ou une évaluation du caractère approprié de la pertinence des médicaments. Cela se fait 4 fois par an. Il s'agit de l'utilisation appropriée des antipsychotiques ou des benzodiazépines. On a choisi cette période parce que c'est le moment où le nombre d'antipsychotiques, la consommation d'antipsychotiques baisse. Alors donc je suis très très impressionné par le travail que j'ai constaté au Nouveau-Brunswick où l'utilisation des antipsychotiques ont diminué à cause du coaching, des changements de thérapie comportementale. L'utilisation de benzodiazépines n'a pas augmenté. Ça, c'était un résultat fantastique. OK, Phyllis, merci beaucoup, Dr. Turner. Donc, le lien pour l'Expo de Montréal est affiché, ou plutôt l'adresse courriel de la personne contact. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, nous allons continuer. Encore une fois, je voudrais vous remercier de participer à cette série sur appel sur la transformation des soins aux personnes âgées. Merci encore une fois à nos conférenciers, le Dr. Levinson, le Dr. Turner et Dennis de l'Alberta. Nous avons un enregistrement à votre disposition sur le site web de la FCASS, cfhi-fcass.ca. Vous pourrez trouver des versions archivées des 3 webinaires qui ont fait partie de cette série. Nous espérons que cette séance vous a paru informative et nous vous demandons d'être des nôtres à venir. Pour les webinaires à venir, vous verrez la liste de certains de nos webinaires à venir. Vous êtes les bienvenus pour y participer. Nous valorisons également votre rétroaction qui nous est indispensable pour la conception de webinaires futurs. Nous vous demandons de prendre un instant pour nous fournir une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre bulletin de la FCASS. Vous trouverez la liste complète de nos webinaires à venir. Encore une fois, je remercie
Monsieur Cleaver, le Dr. Evanson, le Dr. Turner pour leur présentation. Je remercie nos productrices qui ont travaillé en coulisses et je vous remercie, vous tous, nos participants, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Voilà qui conclut notre webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation.